Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, nous partons à la rencontre de l'architecte Pierre Derue de l'atelier d'architecture et développement durable. Il va vous présenter son habitation privée ainsi que ses bureaux, mais l'ensemble forme également un habitat collectif. Nous le retrouvons directement à Chaumont-Gistoux. Bonjour Pierre. Bonjour Emma. Comment vas-tu? Ça va. Il fait beau aujourd'hui, il fait plus beau qu'à Bruxelles. Nous sommes à Chaumont, Chaumont-Gistoux. C'est ça? Oui. Alors, ce que nous voyons derrière nous, c'est ton habitation, c'est ton bureau, c'est également des logements. Est-ce que ça représente l'architecture de ton bureau d'architecture, de ton atelier? Parce que c'est un atelier d'architecture. Oui, atelier architecture et développement durable. Oui. Ça représente une partie de notre architecture, des caractéristiques de notre architecture. Il y a ici de la rénovation et du neuf. Ça permet aussi de toucher à pas mal de points de notre bureau. Ce que vous aimez faire dans le bureau? Oui, ce à quoi on touche et des matériaux qu'on utilise. Comment est-ce que tu définirais ton architecture? Moi j'ai l'impression que ce qu'on va découvrir aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de découvrir dans Archi-Urbain. On appelle ça une architecture organique. Oui. C'est une architecture écologique et dynamique, je veux dire, qui en plus emprunte un peu à la nature, non seulement les matériaux et la qualité de vie, mais aussi un peu les formes, la dynamique vivante. En même temps, ici, l'architecture essaye de s'intégrer dans un cadre villageois et dans le cadre d'une rénovation d'une ancienne ferme. Et donc, elle cherche aussi à s'intégrer, à rester en harmonie aussi avec une certaine typologie classique de volume simple, en tout cas du côté rue. Du côté jardin, là, on a plus de liberté, on s'est donné plus de liberté avec des baies plus ouvertes et des typologies un tout petit peu plus contemporaines. Donc, pour démarrer, nous avons une sorte de ferme en U que tu as acheté. Cette ferme date de 1916, je pense. Tu en as fait ton logement principal avec tes bureaux, mais les dépendants sont devenus des logements un peu collectifs. C'est plutôt un petit habitat groupé, mais avec une atmosphère de convivialité. Au niveau de l'architecture, donc nous avons une vieille fermette que tu vas isoler. Surisolée ou isolée pour qu'elle soit basse énergie ou pratiquement passive. Oui. Ça veut dire que, au contraire de tout ce que j'ai déjà entendu, il est tout à fait possible de rendre passif une vieille habitation. Disons que c'est plus facile de rendre passif une nouvelle habitation. Oui. C'est possible d'en rendre une vieille aussi, avec avec plus de petits soucis, je vais dire, de raccords. Ici, on n'a pas pour la rénovation profonde de notre maison, on n'a pas cherché le passif, mais le très basse énergie. C'est une construction neutre en CO2 parce qu'on ne consomme pas d'énergie fossile. D'accord. Et donc, comment est-ce que vous y êtes parvenu? Pour l'énergie d'abord? Donc pour l'énergie, on est parvenu à ne pas consommer d'énergie fossile en mettant à profit le maximum le bioclimatisme passif et actif, c'est-à-dire le soleil simplement, les apports solaires directement par les fenêtres ou par l'intermédiaire d'un panneau thermique. Il y a aussi des panneaux photovoltaïques qui captent le soleil, ça qui crée de l'électricité. Par contre, le soleil ne suffit pas en hiver. L'appoint est à base de granulés de bois, donc c'est de la biomasse, ne produit pas de CO2, puis on est dans un cycle naturel, c'est comme quand on brûle une bûche. D'accord. C'est exactement la même chose. Mais de manière automatisée, avec tout le confort du mazout, je vais dire. Nous sommes rentrés dans l'habitation pour parler de l'isolation et des matériaux du bâtiment. On voit très bien d'ailleurs dans les images l'épaisseur de l'isolation. C'est quoi? C'est un bardage en bois que vous avez mis? En extérieur, donc on a isolé par l'extérieur avec un bardage bois rappliqué et suspendu sur la façade en briques existantes, des gros murs massifs de 35 cm, et on a rajouté 23 cm d'isolant. C'est quoi l'isolant? C'est l'isolant classique ou à nouveau là tu vas chercher vraiment des matériaux encore plus écologiques?
Oui, non, c'est des matériaux écologiques, hein. Donc, entre chaque montant de l'ossature bois, on insuffle de la ouate de cellulose, du papier recyclé en fait. Oui. On finit avec un autre fibre de bois. Pour isoler les murs par l'intérieur, pour préserver l'aspect de la vieille ferme côté rue, là on a isolé avec du liège, du J'ai un chêne. exemple de liège ici. Donc c'est juste ça. Ça, c'est du liège expansé, donc il a été légèrement chauffé, peut-être à 200 degrés, pour faire un peu comme du pop-corn. À cette température-là, le liège s'expanse et devient encore plus isolant que le liège des bouchons. Pour isoler des sols, tu as mis des coquillages, les coquillages qu'on trouve sur le sable? Oui, c'est de simples coquillages qui ont été ramassés sur des bancs de coquillages dans le fond de la mer en Hollande et qui ont été nettoyés, simplement rincés à l'eau claire, et qui sont insufflés qui vient d'un camion-citerne et qui est insufflé sur les sols avant de mettre les chappes et les carrelages. Les murs ont été enduits d'argile. Pourquoi? C'est que c'est un très bon régulateur hygrométrique. C'est aussi un matériau très sain, d'ailleurs on se soigne avec l'argile. Même plafonner cette argile est un plaisir, n'agresse pas les mains ni les outils. Je vois ici qu'il y a plusieurs couleurs différentes sur les murs. Ça veut dire qu'il y a des pigments qui ont été mis au départ? Oui, on a voulu tout de suite lui donner sa teinte dans la masse. Puisqu'on a fortement isolé, on a des murs de château qui sont très très épais. C'est ça le secret pour bien isoler? Oui, en tout cas dans une maison ancienne, ça donne l'impression de mur de château. Dans les maisons neuves où on n'a pas un gros mur de 35 à isoler, là le mur reste un mur de 30-40 cm. C'est ça. Et les matériaux écologiques ont l'avantage d'être non seulement isolants, mais ont aussi d'autres propriétés qui retardent par exemple la chaleur en été beaucoup plus que les isolants traditionnels. Toujours dans les matériaux que tu utilises, tu aimes beaucoup le bois. Pour faire tenir le fait du toit, au lieu de mettre un poteau que moi j'aurais vu en béton ou en métal, autant prendre un tronc d'arbre. Oui, c'est vrai que la nature fait si bien les choses. Un tronc d'arbre, dans la nature, ça a la fonction de portée et de poteau. Là, je l'ai pris tel quel et je l'ai mis et ça donne tout de suite du charme et une présence dans le bureau. C'est comme s'il y avait une personne en plus. C'est vrai. On a envie de s'y accouder, alors qu'une poutre en béton, c'est beaucoup plus froid. Pierre, nous allons parler de ton architecture maintenant. Tu disais une architecture organique. Organique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est tout en courbe? C'est vrai que la courbe est souvent présente dans l'architecture organique, mais une architecture organique peut être aussi tout en cristalline, en fait, comme un cristal, avec la dynamique du cristal. En fait, c'est une architecture qui a une dynamique vivante, qui emprunte à la nature sa dynamique vivante qu'on retrouve dans comment une plante grandit, une feuille d'arbre, une silhouette d'arbre, un nuage se forme, la fluidité des mouvements et des tourbillons de l'eau et des choses comme ça. C'est aussi une architecture plus ergonomique, c'est une architecture plus en fluidité, en douceur, en tout cas celle que moi je conçois, parce que chaque architecte organique a son langage, son vocabulaire et son style. J'aime les architectures qui relient, qui amènent une fluidité, qui soient douces au regard. Qui t'a fait acheter la maison? Une fenêtre, c'est celle qui est dans ton bureau. C'est vrai que quand on voit le paysage, du coup, c'est un tableau. Oui. C'est vrai que quand j'ai acheté la maison, j'ai ouvert le vasisdas du grenier. J'ai vu avec la vue que j'ai vue de là, ça m'a tout de suite séduit et je me suis dit, c'est ici que j'ai envie de vivre. Et c'est là que tu t'es dit, je vais faire une grande baie vitrée. Une grande baie vitrée panoramique. C'est ça. La baie vitrée qui se trouve derrière nous, elle est, je vais dire, classique et donc n'épouse pas les formes du mur que tu as recréé. Donc on a un système de fenêtres qui s'ouvre vers l'extérieur ici, qui est un peu particulier, qui est une fenêtre bois alu que j'aimais beaucoup et que j'avais envie d'utiliser pour chez moi. Le bois alu, c'est pour aussi relativiser l'entretien. Du fait de ce choix, on a pu travailler les formes intérieures plutôt que les bâtés extérieurs. Le bâtiment que nous avons ici est donc une ancienne ferme que tu vas densifier pour y mettre donc un certain nombre de logements. Comment est-ce qu'on vit ça, cette densification? Oui, c'est vraiment une priorité actuellement de densifier
plutôt que d'étaler, de continuer à gaspiller le territoire en mettant des maisons trop éloignées l'une de l'autre. Cet exemple montre aussi qu'il y a moyen de densifier sans altérer le paysage. Oui, puisque ici on a une ancienne ferme et au lieu d'avoir mis, je sais pas moi, 7 maisons l'une à côté de l'autre, ben on a toujours le même volume pour cette famille. Voilà. Est-ce que l'architecture que tu prônes, c'est également une architecture de collectivité? On voit bien qu'il n'y a pas spécifiquement de barrière entre les différents logements, même si il y a une privatisation de l'ensemble des choses, c'est-à-dire que tout le monde ne vit pas dans une cour commune, chacun a son entrée spécifique, etc. Mais tu prévois quand même un local collectif ou le gigantesque abri de jardin qui est derrière, qui va permettre de ranger les vélos de tout le monde, de faire sécher le linge, etc. Est-ce que ça aussi, ça fait partie de la définition de ton architecture ou de l'architecture organique? Non, ça c'est plutôt la définition d'une architecture d'habitat groupé, de convivialité. Je dirais collectivité, non, mais une architecture qui pousse, qui encourage à la convivialité, à la rencontre. Bon Pierre, nous pourrions encore expliquer beaucoup de choses sur cette maison, notamment les carrelages que tu as gardés ici sous nos pieds, ou encore la signature du plafonnier de l'époque de 1919 dont tu as laissé les traces dans la maison. Mais nous avons encore 2 habitations à aller voir en pleine nature, qui je pense vont encore asseoir un peu plus ton architecture. L'émission étant terminée, nous découvrirons ces habitats dans une prochaine émission. D'ici là, vous pouvez voir et revoir cette émission sur www.archiurbain.be. Pierre, à très très vite et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.